Aussi révoltant que cela puisse paraître, une opération sous faux drapeau est une manipulation politique classique, vécue en général par ses instigateurs comme un véritable acte de réel politique, pour se donner un prétexte de punir celui que l'on a dénoncé comme étant l'agresseur. L'histoire, hélas, en est pleine. En voici deux exemples. Premier exemple. Le grand auteur de l'Antiquité, Flavius Joseph, a relaté qu'au début de la révolte des Juifs de l'an 66, les Sicaires, aidés par des zélotes, pénétrèrent dans Jérusalem où ils commirent quantité d'atrocités en les faisant passer pour romaines, afin de forcer la population à entrer en guerre contre son occupant. Deuxième exemple. Plus près de nous, l'opération Northwoods en 1962 consistait en l'organisation d'une série d'attentats contre les États-Unis par l'état-major interarmé américain lui-même, de manière à en imputer la responsabilité au régime cubain. Le but était de justifier aux yeux de l'opinion américaine une intervention des forces armées contre Cuba. Révélée par des documents officiels déclassifiés en 1997, cette opération ne fut jamais mise en œuvre car le président Kennedy s'y opposa. Une fois une opération sous faux drapeau identifiée au cœur de la problématique du 11 septembre, il faut maintenant répondre à deux questions essentielles, sans quoi ces attentats hors normes restent incompréhensibles. Voyons d'abord la première question. Le pouvoir à Washington est-il effectivement exercé par ceux qui en ont la charge? Lorsque George Bush arrive au pouvoir au début de l'année 2001, élu malgré un déficit de 500 000 voix sur son adversaire Al Gore, il est peu connu en dehors du Texas. 8 ans plus tard, au terme de ses 2 mandats, il laissera le souvenir d'un dirigeant aussi suffisant que médiocre, ignorant des questions internationales et surtout très influençable. Caractéristique unique chez un dirigeant occidental, George Bush est aussi persuadé qu'une fois élu, il devra accomplir une mission prophétisée dans les Saintes Écritures. The day he was inaugurated, there were several of us who met with him at the governor's mansion. And among the things he said to us was, I believe that God wants me to be president. President Bush said to all of us, I'm driven with a mission from God. God would tell me, George, go and end this, fight those terrorists in Afghanistan. And I did. And then God would tell me, George, go and end the tyranny in Iraq. And I did. Cet aspect de sa personnalité, le président Jacques Chirac nous en donne un témoignage très révélateur. Fin 2002, lors d'une conversation téléphonique visant à convaincre la France de se joindre à la coalition, George Bush avait utilisé un argument inattendu, affirmant que, je cite, « Gog et Magog étaient à l'œuvre au Proche-Orient et que les prophéties bibliques étaient sur le point de s'accomplir. » Fin de citation. Après avoir consulté un professeur de théologie, Chirac finit par comprendre que son homologue américain était convaincu que les armes de destruction massive de Saddam Hussein étaient tout simplement les armes de l'Apocalypse, et qu'une armée mondiale islamiste fondamentaliste était sur le point de partir à l'assaut d'Israël comme un accomplissement des prophéties du livre d'Ézéchiel. Ce stéréotype du fils à papa raté a très vite été identifié par un groupe de politiciens ambitieux, auto-baptisés néoconservateurs et porteurs d'un courant de pensée minoritaire au sein du Parti républicain. Définir les néoconservateurs n'est pas une chose facile et les politologues américains eux-mêmes s'y perdent parfois. Cela est dû au fait que leurs rangs sont composés aussi bien d'anciens démocrates que de républicains radicaux, réunis par une même vision de la place unique des États-Unis dans le monde. Écoutons le sénateur Ron Paul
dans un discours célèbre, nous présenter leur philosophie. Here is a brief summary of the general understanding of what neocons believe. They agree with Trotsky on permanent revolution, violent as well as intellectual. They are for redrawing the map of the Middle East and are willing to use force to do it. They believe in preemptive war to achieve desired ends. They accept the notion that the ends justify the means. They express no opposition to the welfare state. They are not bashful about an American empire. Instead, they strongly endorse it. They believe lying is necessary for the state to survive. They believe a powerful federal government is a benefit. They believe pertinent facts about how a society should be run should be held by the elite and withheld from those who do not have the courage to deal with it. They believe neutrality in foreign affairs is ill-advised. Force should not be limited to the defense of our country. They dislike and despise libertarians, therefore the same applies to all strict constitutionalists. They endorse attacks on civil liberties such as those found in the Patriot Act as being necessary. They unconditionally support Israel and have a close alliance with the Likud party. Comme c'est leur doctrine en matière de relations internationales qui véritablement les distingue, retenons surtout trois choses. Premièrement, qu'ils sont les ardents promoteurs du principe de la guerre préventive. Deuxièmement, qu'ils soutiennent indéfectiblement Israël avec qui ils nouent des liens très particuliers. Un soutien qui va beaucoup plus loin que celui apporté traditionnellement par les États-Unis. Troisièmement, qu'ils ont un plan pour redessiner la carte du Moyen-Orient, un plan qui prévoit entre autres la partition de l'Irak en trois entités, chiites, kurdes et sunnites. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." So I came back to see him a few weeks later. And by that time, we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today. And he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." Ainsi, avec l'arrivée de George Bush, les néoconservateurs vont prendre le contrôle du Pentagone en trustant les postes de commandement, de Donald Rumsfeld à Douglas Feith, en passant par Paul Wolfowitz et Richard Perle. Et surtout, ils vont placer un homme clé à la Maison-Blanche, le vice-président Dick Cheney. Leur échappe le département d'État et le poste de conseiller spécial à la sécurité, attribué à 2 Afro-Américains dociles. Colin Powell, qui sera progressivement mis sur la touche, après lui avoir fait jouer le rôle ingrat de défenseur d'un gigantesque mensonge devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Et Condoleezza Rice, qui était secrètement dévoué aux néoconservateurs et réputé d'une loyauté inébranlable vis-à-vis de George Bush. Après le 11 septembre, les néoconservateurs vont encore resserrer leur étreinte grâce à 2 hommes dont nous avons déjà parlé. Michael Chertoff, l'attorney général adjoint qui va effectivement superviser l'enquête du FBI, et Philip Zelikow,
qui sera le directeur exécutif de la commission sur le 11 septembre, et dans les faits, l'œil de la Maison-Blanche au sein de cette commission. Chertoff, puis Zelikow, qui l'un comme l'autre possèdent la double nationalité américaine et israélienne, vont véritablement verrouiller l'enquête sur les attentats du 11 septembre. En résumé, au regard de la première question posée plus tôt, ce sont donc bien les néoconservateurs qui, en 2001, exercent le pouvoir à la Maison-Blanche. La deuxième question peut sembler provocatrice, mais elle est incontournable du fait de la nature unique des relations entre les États-Unis et Israël. Ceux qui exercent réellement le pouvoir le font-ils dans l'intérêt des États-Unis ou bien dans celui d'une puissance étrangère? Do you agree with most of Jimmy Carter's book? I think he's being attacked very unfairly in the sense that, after all, in this country we can criticize Chinese foreign policy, French foreign policy, British foreign policy, but we can't touch Israeli foreign policy, and criticism of Israel immediately provokes outrageous charges of anti-Semitism. As the American Jewish Lobby had a influence on American policy that's not good for America? I don't think it's good for Israel. That's the most important point. So not good for America or good for Israel? For America, it's not very good at all, I think. And they've had that amount of power in your judgment? I think they have considerable amount of power. Look at how legislation is passed limiting freedom of action of the United States in the Middle East. All sorts of acts of legislation are being passed that way. The Israeli lobby is not the only one, incidentally. I think the Cuban lobby, right, the Greek lobby, the Armenian lobby are important. Before too long, we're going to have a Hindu lobby, Chinese lobby. But I think when these things get to be extreme and too far, I think they become harmful. And I'm struck by the contrast between the attitude of many Israelis on these issues and the view of the so-called officials of the lobbies, the organizers, who then take advantage of the fact that the Congress is very susceptible to financial pressures because of the costs of campaigning. John Mearsheimer et Stephen Walt, deux éminents professeurs de sciences politiques américains, respectivement de l'Université de Chicago et de Harvard, ont publié en mars 2006 une étude magistrale sur l'influence du lobby juif à Washington, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy. Ce livre fut un véritable best-seller et immédiatement traduit dans plus de 12 langues. Leur thèse résumée en une phrase est la suivante. La politique américaine au Proche-Orient n'est plus dictée par les intérêts stratégiques des États-Unis ou par des considérations morales, mais par des intérêts spécifiques à Israël, défendus par le lobby israélien, omniprésent dans les hautes sphères de l'administration américaine. There's no question that the neoconservatives, one of the core constituencies in the lobby, were the main driving force behind the war. On ne saurait être plus clair. Et d'ailleurs, la réaction du dit lobby fut à la mesure du coup terrible que ce livre leur avait porté. Why do two such established, credentialed, respected academics engage in such a shoddy piece of work on what subject? At the annual ADL convention, the Israeli lobby book was the center of attention. In the Foreign Office in Israel, there was a 3-day convention dealing mostly with the issues raised in the book The Israeli Lobby. Never before had the question of whether anti-Semitism and anti-Zionism are the same thing seemed so important. Experts and speakers from all over the world said the same thing, that those who attack Israel are doing so simply because they are anti-Semites in disguise. Voyons maintenant un autre avis, cette fois venu d'Israël. Le genre d'avis qu'il est rare d'entendre en Occident, où la représentation des communautés juives est généralement le monopole des éléments les plus radicaux de l'extrême droite israélienne. קודם כל, שאלה מאחורי מה? ומי זה אנחנו במקרה זה? הלובי הזה תומך בימין הישראלי, הוא מאולמרט ימינה, חביבם הוא ביבי נתניהו, וימינה מביבי, מעבר לביבי נתניהו, הימין הכי... Journaliste et écrivain, ancien député à la Knesset,
figure de la gauche israélienne, Uri Avneri est un partisan résolu du dialogue avec les Palestiniens. En avril 2003, peu de temps après la chute de Bagdad, dans un article intitulé « La nuit d'après », il a écrit le texte suivant. Je cite. « Qui sont les gagnants ? Ce sont les soi-disant néoconservateurs, un groupe compact dont les membres sont presque tous juifs. Ils occupent les postes clés dans l'administration Bush, aussi bien que dans les clubs de réflexion qui jouent un rôle si important dans la définition de la politique américaine et dans la ligne éditoriale des quotidiens les plus influents. Leur immense influence provient de leur alliance avec l'extrême droite chrétienne fondamentaliste, qui de nos jours est aux commandes du Parti républicain. Apparemment, tout ceci est bon pour Israël. L'Amérique contrôle le monde, nous contrôlons l'Amérique. Jamais dans le passé les Juifs n'ont exercé une telle influence au cœur du pouvoir mondial. » Fin de citation. À titre d'illustration des propos de Uri Avneri, voyez déjà l'enthousiasme des membres du Congrès aux paroles de Benjamin Netanyahou, alors même que celui-ci n'évoque ni les vertus de l'Amérique, ni son amitié avec les États-Unis, mais un sujet très spécifique au peuple juif et hautement polémique. The Jewish people are not foreign occupiers. We're not the British in India. We're not the Belgians in the Congo. This is the land of our forefathers, the land of Israel, to which Abraham brought the idea of one God, where David set out to confront Goliath, and where Isaiah saw a vision of eternal peace. No distortion of history. And boy, am I reading a lot of distortions of history lately, old and new. No distortion of history could deny the 4,000-year-old bond between the Jewish people and the Jewish land. Sachez aussi que suite à cette intervention du Premier ministre israélien, Thomas Friedman du New York Times eut l'audace d'affirmer publiquement ce que beaucoup pensaient tout bas, à savoir que cette ovation avait été achetée en espèces sonnantes et trébuchantes par le lobby israélien. En guise de quoi, le sénateur Steven Rothman répondit maladroitement qu'il avait acclamé Netanyahou non pas à cause d'un quelconque lobby, mais parce qu'il était vital pour les États-Unis de soutenir Israël. En un seul échange, les thèses de Brzezinski et de Mearsheimer se trouvaient ainsi justifiées. Un dernier avis sur la question mérite d'être entendu. C'est celui de Michael Scheuer, que nous avons déjà rencontré, un des meilleurs connaisseurs dans le monde du terrorisme islamique et du conflit israélo-arabe. Washington's enemy is an enemy that doesn't exist. It didn't exist when bin Laden was alive, it doesn't exist now. America is being attacked because of its foreign policy in the Muslim world, because of its support for Israel, because of its support for the Saudi police state, because of its presence on the Arab Peninsula. And Israel itself as a country is not the problem. The real problem is the leaders of the Jewish American community in the United States who influence and corrupt our Congress to support Israel when we have no interest there. L'influence du lobby juif dans la politique étrangère américaine est un sujet extrêmement vaste et délicat à traiter. Des auteurs juifs comme Finkelstein ou Novick s'y sont risqués à leurs dépens. Très vite, l'accusation d'antisémitisme tombe comme un coup près et interdit toute critique. Nous ne tomberons pas dans ce piège. Nous admettrons donc en guise de réponse à notre deuxième question que jamais, comme sous l'ère Bush, l'administration américaine n'a été autant soumise à l'influence de personnes pour qui la sécurité d'Israël doit être la priorité absolue de la politique américaine dans son ensemble.
Ces longues considérations sur la réalité du pouvoir effectif à Washington ont pu paraître nous éloigner de notre sujet. Pourtant, elles étaient indispensables avant d'aborder la question essentielle, celle du mobile.